Et salut à tous, bienvenue, ravi de vous retrouver, le nouveau podcast Avantinissa. Je dis nouveau parce que c'est un petit moment qu'on n'en avait pas fait de podcast avec vous, ça nous avait manqué. Ben voilà, on est là, on est de retour avec en plus de ça plein de bonnes nouvelles, ça tombe bien. Bambou vient de signer à l'OGC Nice. Il y a eu aussi Benitez un peu plus tôt dans le mois qui a prolongé donc son contrat avec l'OGC Nice. Et avec moi pour en parler, il y aura Cédric. Salut Cédric. Salut Brice, salut les gars. Il y aura Sky aussi. Salut tout le monde. Et puis notre invité, c'est un ami aussi, c'est Thomas Bourguignon. Salut Thomas. Salut Brice, salut à tous. Salut. Thomas, il sera avec nous pour parler de l'application OneFootball parce que dans cette émission, on va parler évidemment de Mercato, mais on va parler aussi de médias. Et on va tout de suite faire un petit tour sur toutes les infos là, un peu Ligue 1 qu'on a pu avoir, et notamment Mediapro qui s'associe avec TF1 pour lancer la chaîne Téléfoot. Alors Téléfoot, ça existe, c'était une émission de télé, mais là ils vont lancer la chaîne pour pouvoir diffuser tous les matchs de la Ligue 1. Avec notamment une vingtaine de matchs qui seront commentés par Grégoire Margoton, retour aux sources pour lui, pour la Ligue 1, et par Bichente Lizarazu. Tout le reste, pour l'instant, ça reste encore un peu flou pour le moment, on n'en sait pas plus. Tout ce qu'on sait, c'est que ça coûtera aux alentours de 25 €, voilà, pour regarder donc des matchs de Ligue 1. Par mois, du coup. Ouais, par mois. Ouais, par mois. Précise, on sait jamais. Ouais, non, parce que si c'est 25 € par an, autant te dire que c'est le prix de l'IPTV, quoi. Je pense pas que tu parles là-dessus. Voilà, c'est ça. D'ailleurs, toi, t'en penses quoi de cette association Mediapro et Téléfoot? Il va falloir qu'il communique du coup parce que c'est tombé un peu comme ça d'un coup. On s'y attendait pas parce que on savait que Mediapro allait prendre du coup les droits pour l'année prochaine, mais on pensait pas qu'ils allaient s'associer comme ça, surtout avec TF1. C'est tombé d'un coup. Donc il va falloir que maintenant ils communiquent un peu comment ça se passe. On sait qu'ils ont pas 100% des matchs de Ligue 1 normalement. Hein. Je pense que Canal a toujours 2 ou 3 matchs, je crois. Ouais, c'est ça. Donc il va falloir qu'ils communiquent sur tout ça, qu'on sache vraiment, comme tu dis, le tarif, même si voilà, il y a l'IPTV toujours au cas où, mais qui communique le tarif, communique un peu tout ce qui va se passer, la diffusion, tout ça. Alors voilà, comme tu as dit, on sait que la doublette Margoton-Lizarazu, ils s'occuperont des 20 plus grosses affiches de la saison, mais pour le reste, on n'en sait pas plus. Donc voilà. Ça va nous changer de canal, hein, en tout cas, mais. Ah ben moi, Stéphane Guy va me manquer. Ouais. Il y a qu'à toi, hein, sûrement. Il y a qu'à toi, hein, je pense. Mais. Non, mais à force, ça devient attachant, tu vois. Tu t'attaches à ce genre de personnage, quoi. Tu te dis à quel moment il va encore sortir des conneries, etc. Donc, ça va un peu manquer, quoi. Et toi, Thomas, tu penses quoi de cette association Mediapro Téléfoot? D'un point de vue business, d'un point de vue industriel, c'est une bonne nouvelle pour les deux acteurs parce que Mediapro, on se demandait même, on arrivait même à se demander s'ils allaient un jour se lancer véritablement sur le marché français. Donc là, pour eux, c'est une excellente nouvelle. Ils arrivent sur un nouveau marché en s'associant à une marque. Finalement, ils font l'acquisition d'une marque Téléfoot qui parle à tout le monde, qui parle aux plus jeunes d'entre nous comme à nos parents, tu vois, à nos papas. C'est une émission qui a 43 ans, je crois. Ça fait 43 ans qu'elle est diffusée sur TF1. Donc il y a un vrai pouvoir d'attraction de cette marque. Et pour TF1 aussi, c'est un moyen, parce que évidemment, Mediapro va verser de l'argent à TF1 pour l'utilisation de cette marque. Donc c'est aussi une bonne nouvelle pour TF1. Ils vont faire rentrer un peu d'argent par là, quoi. Après, je pense que pour les amateurs de foot et de Ligue 1, avoir Margoton et Lizarazu le dimanche soir, c'est une bonne nouvelle, quoi. Mais est-ce que ça vaut 25 € par mois? C'est un peu, enfin, on parle du prix qui avait été évoqué par le président de Mediapro, hein. Il y a toujours pas d'infos officielles. Mais quand tu sais que beIN, qui avait d'autres coûts fixes parce qu'ils ont dû créer une chaîne, mais a eu du mal à atteindre la masse critique d'abonnés nécessaires à rentrer dans ses frais, avec en plus de la Ligue 1 d'autres offres de sport et de championnat. Là, pour l'instant, que la Ligue 1, je suis pas sûr qu'il y ait même beaucoup de gens pour payer 20 € ou 15 € par mois pour avoir que 80% des matchs de Ligue 1. Ah, ça c'est une vraie question. Après, la question à l'inverse, c'est de se dire, est-ce que le prix de beIN Sport était vraiment réaliste, quoi? Non, 15 € par mois, avec le Qatar derrière, bien sûr.
Et de l'autre côté, tu as l'abonnement à Canal. Alors, j'ai plus les prix en tête, mais je crois que ça commence aux alentours de 20 euros, et puis progressivement, ça monte chaque année pour arriver aux alentours de 40, 50 euros par mois. Donc, j'ai l'impression que le prix que propose Mediapro, c'est plutôt un prix intermédiaire. Oui, mais le problème, c'est que pour l'instant, sur Mediapro, alors c'est pour l'instant, peut-être qu'ils vont avoir le prochain appel d'offres de la Ligue des Champions et je te tiendrai plus du tout le même discours. Et là, pour l'instant, ils ont vraiment que la Ligue 1 à proposer. Donc, c'est là où beIN, le prix était pas réaliste, mais il y avait une offre de folie, hein. Les premières années de beIN, vraiment, c'était quelque chose d'assez exceptionnel, surtout que ça dynamitait bien le marché par rapport au prix de Canal que tu as indiqué. Canal, ils vont récupérer la Première Ligue, la Coupe d'Europe, puis il y a le cinéma, on sait à côté, qui justifie un peu ça. Là, moi, je suis un peu circonspect sur le fait que tu vas vraiment avoir que la Ligue 1 et ça va être dur d'atteindre tes 2, 3, 4 millions d'abonnés nécessaires à rentrer dans tes frais. Après, il y a un truc où Mediapro via TF1, ils vont pouvoir faire quelque chose, c'est-à-dire que il y a des gens qui forcément en ont parlé parce que TF1, mais ils vont pouvoir s'appuyer peut-être sur un petit match en clair de temps en temps, un peu à l'image de RMC pour les matchs d'Europa League, tu vois. Pour l'instant, c'est pas prévu, mais à terme, on se doute que voilà, c'est obligé pas que ça chaque passe. journée. Non, a priori, ça sera. C'est pas bankable, mais tu vois ce que je veux dire, si de temps en temps ils arrivent à te lâcher un petit match, même si c'est pas une grosse affiche ou quoi, mais un petit match en clair de Ligue 1 sur TF1. Forcément, a priori, ça sera pas possible parce que l'appel d'offres de la LFP ne prévoit pas cette possibilité. D'accord. Donc la diffusion en clair, que ça soit donc sur cette chaîne Téléfoot là ou sur TF1, ne sera pas possible. C'est différent pour les règles des compétitions UEFA parce que je crois qu'il y a notamment les finales, il y a des règles comme quoi il faut que ce soit diffusé en clair, tout ça, mais voilà. Moi j'ai un petit doute sur le modèle économique. Après, la bonne nouvelle, c'est déjà qu'ils vont se lancer, donc les clubs français auront l'argent de Mediapro vraisemblablement. C'est vraiment un peu le nœud de l'angoisse, et que eux vont avoir moins de dépenses en se basant sur TF1. Moi, je vous pose la question à vous deux. Vous êtes fan de l'OGC Nice. Si les matchs de l'OGC sont diffusés uniquement sur cette chaîne Téléfoot, est-ce que vous allez vous abonner ou pas? Déjà, nous on a un problème, c'est qu'on va au stade. Donc en fait, déjà, t'as la moitié des matchs, on les voit du stade, on paye l'abonnement. Donc du coup, c'est encore moins rentable pour un match sur deux. Pour des expatriés, je peux comprendre effectivement que c'est peut-être 10 euros de plus par mois que ce que tu payais avant, mais c'est 10 euros par mois pour ton club et c'est ton seul moyen de le suivre. L'argument se tient. Le problème, c'est que pour les abonnés, 15 euros, ça te faisait le prix en gros de 2 places au stade à l'abonnement populaire chez nous. Là, 25. C'est ça. Après, le truc, c'est que là, on est quand même à Nice, il y a quand même une fan base, on va dire entre guillemets, qui suit vraiment tous les matchs. J'ai du mal à croire que certains vont se passer des matchs de Nice à l'extérieur, même à 25 euros par mois en fait. Je pense qu'il y aura quand même des clients pour prendre ça, hein, je pense. Oui, mais pour voir les matchs. T'as dit le mot magique tout à l'heure. Hein. Aujourd'hui, on est dans un monde où l'IPTV existe. Donc officiellement, on n'est pas censé compter ce paramètre, mais tu sais que par le bouche à oreille, les gens vont commenter. Attends, tu payes 25 euros pour Mediapro. Non, mais attends, tu payes 50 euros dans l'année, tu as toutes les chaînes du monde. Voilà, en fait, pour ce que tu vas payer en un mois, en comptant SFR tant qu'ils ont la Ligue des Champions, éventuellement Canal ou beIN si tu veux voir un match étranger, c'est ton prix de l'année pour l'IPTV. Ouais, mais après, faut pas se plaindre non plus derrière que les droits télé sont, que les clubs ne touchent pas assez ou quoi. Si tu fais de l'IPTV derrière, tu vois, par exemple. Moi, je te fais pas je te vends même pas l'IPTV. Je te dis juste qu'aujourd'hui, contrairement au lancement de beIN, t'es dans un marché où tu as une offre illégale qui est beaucoup moins chère et qui est existante. Voilà, à l'époque de beIN, effectivement, tu n'avais que le streaming et ça marchait moins bien. C'était sur l'ordi, pas sur la télé. Fallait que tu cherches ton lien. T'avais jamais les matchs en français et tout. Là, t'installes l'application sur ta Smart TV ou sur ta box Android que t'as payé 40 balles. T'as les mêmes chaînes, les mêmes commentateurs. Non, mais c'est pas la même concurrence que le streaming. Le truc, Brice, c'est qu'aujourd'hui, si demain on te dit ce diffuseur-là, il coûte 30 balles, 40 balles par mois, mais que ce diffuseur, il te montre tous les matchs de tous les championnats parce que t'aimes le foot. Voilà. La question, elle se pose pas en fait. Tout le monde le prend, je pense. Mais au jour d'aujourd'hui, pour regarder tous les championnats,
pas tous, mais allez, on va dire les 3-4 gros championnats plus les matchs européens, il te faut 4 diffuseurs et ça te coûte 150 balles par mois. Et même pour revenir juste à l'OGC Nice, pour voir tous les matchs de l'OGC Nice, si touchons du bois, mais si on est en Coupe d'Europe l'année prochaine et que on monte une belle équipe, qu'on risque d'être en affiche de temps en temps sur Canal, déjà t'as besoin de 3 chaînes pour voir tous les matchs de Nice. C'est ça. Et donc, là, on est encore dans un débat différent de la question que posait Thomas tout à l'heure. Effectivement, pour voir les matchs à l'extérieur, je pense que 10 € de plus, les gens, ça les fera chier, mais comme disait Cédric, ils s'en passeront pas. Par contre, si demain, tu dois choisir entre Canal, parce qu'il y a les affiches, SFR Sport, parce que tu as la Coupe d'Europe, et Mediapro, ça devient plus compliqué. Bon. Après, quand tu vois ce qui se passe à l'étranger, effectivement, dans les 5 grands championnats de football, le marché de la télévision payante de foot est beaucoup plus concentré, mais les abonnements coûtent plus cher. Après, c'est vrai qu'en France, en gros, si tu veux regarder tout le foot, au final, tu arrives au même prix d'abonnement mensuel que ce que tu vas payer en Allemagne chez Sky ou en Angleterre aussi chez Sky et BT, quoi. Là, on n'est peut-être pas encore habitué en France à payer des montants aussi élevés pour regarder du foot à la télé, quoi. Pas la même culture foot. Déjà, en Angleterre, ils payent pas le même prix pour aller au stade et les stades sont plus pleins qu'en France. Bon, après, c'est un vaste débat, mais le fait que ce soit morcelé aussi, je pense que ça va rendre moins visible certaines chaînes, et au moment où tu vas devoir compter tes sous, la chaîne où il y a que la Ligue 1. Donc c'est sûr, si tu es fan sans chier sur ces clubs de Angers ou de Dijon, tu as relativement peu de chances de te retrouver en Coupe d'Europe et en affiche sur Canal. Donc tu auras jamais que 10 € de plus à payer que par rapport à BeIN, c'est pas le bout du monde. Mais dès que tu vas commencer à intégrer le pool des 5-6 clubs les plus populaires, donc qui vont se retrouver de facto plus souvent sur Canal, et si sportivement ça marche plus souvent sur les chaînes qui diffusent la Coupe d'Europe, là c'est plus la même donne. Ouais. Allez, on va maintenant enchaîner sur l'ouverture du mercato franco-français. Ça sera à partir de ce lundi. Ils en ont décidé là tout à l'heure, la LFP. Et ils ont réuni le conseil d'administration pour donc ouvrir dès le lundi 8 juin 2020 la période des transferts entre clubs français. Là, c'est pour les clubs français. La période des mercatos, il faudra voir avec la FIFA, voilà, au regard des décisions et des discussions qui sont déjà en cours avec d'autres ligues, parce que les autres ligues, eux, continuent le championnat. Est-ce que ça ne va pas pénaliser pour le mercato, et notamment pour Nice ? Déjà, voilà, comme tu as dit, on a juste la date d'ouverture. Pour l'instant, on sait rien d'autre. On sait même pas quand est-ce que le mercato va fermer, parce que ça dépendra sûrement il va falloir se raccorder aux autres championnats. Normalement, c'est 12 semaines maximum, d'après la loi FIFA, qui va peut-être, au cours des négociations, faire une exception, hein, c'est possible. 12 semaines, ça nous emmène quand même début septembre. Donc, ouais. Tu fais un mercato au final proche de celui d'habitude. Ouais, voilà, c'est juste que au final, en fait, à la base, il devait ouvrir le 9 juin, le mercato pour tout le monde, si c'était comme d'hab. Donc là, en fait, autant on va avoir une semaine, 15 jours de mercato entre clubs français uniquement. Voilà. Alors, ça va peut-être permettre, puisqu'on parle de Nice, hein, tu posais la question, Brice, ça va peut-être permettre d'accélérer quelques dossiers parce qu'on se doute qu'il y a sûrement quelques joueurs français qui sont dans les tuyaux. Hein, je pense pas qu'on va recruter que des étrangers. Donc voilà, peut-être ça va accélérer quelques dossiers. On a eu quelques infos, donc tout ça. Ouais, Diallo notamment. On a eu un peu une discussion avec une source brestoise au sujet d'Ibrahima Diallo. Voilà, le truc de Diallo, c'est que Brest a pas urgemment besoin d'argent. En fait, c'est le club qui a touché le plus de pourcentage des droits de télé qui devait toucher. Ils ont touché 91% de la somme, je crois que de mémoire. Ça leur fait un manque à gagner entre 1 million et 1,5 million. Donc en fait, ils ont limite plus intérêt à se dire s'il y a un club étranger qui arrive, il le met le 1,5 million en plus. Tu vois, donc ils sont pas, vraiment pas en besoin, quoi. C'est ça. Et du coup, toujours cette même source qui me disait que de son côté, Ibrahima Diallo fait pas non plus le forcing pour se barrer à tout prix et super rapidement. C'est un peu le même problème pour Santa Maria, d'après ce qu'on nous a dit, qui attend des offres de l'étranger, peut-être en priorité. Donc c'est vrai qu'on a peut-être des pistes en France, mais sur les top joueurs qu'on pourrait cibler en France. Bon, après, quand je dis top joueurs, c'est au niveau de Nice aujourd'hui. Hein. Pour les top joueurs qu'on pourrait cibler en France aujourd'hui,
il y a aussi le risque de se dire les clubs comme les joueurs attendront peut-être d'avoir une meilleure proposition de l'étranger quand il y aura l'ouverture du marché à l'étranger. C'est ça. Ça paraît compliqué de les déloger tout de suite en fait. Dès le mois de juin comme ça, soit tu vas les payer une blinde en fait, soit ou alors il va falloir leur vendre un truc béton, mais ça paraît compliqué. Comme tu disais sur Santa Maria, sur des petits dossiers, je connais pas leur situation contractuelle. Il y en a peut-être un des deux qui est en fin de contrat et du coup je dirais une connerie, mais Ben Kedim à Saint-Etienne ou Melvin Barr à Lyon, qu'on a évoqué sur des petits dossiers de jeunes qui rentrent pas dans la rotation. Ça peut aller vite et effectivement ça peut se débloquer avant supposément l'ouverture du mercato international au 1er juillet. Mais sur des gros dossiers, je pense que tout le monde va attendre. Voilà. Par contre, dans le sens des départs, peut-être que Rennes, qui a besoin d'être prêt très très vite pour ces échéances européennes, va mettre le paquet sur Willan Cyprien. Mais bon, Nice, à l'inverse, peut aussi se dire on attend que Everton ou Watford se manifestent. Donc, on attend d'avoir ça en remplaçant aussi. Parce que malgré tout ce qu'on dit sur Cyprien... la compétition elle commence fin août. Donc tu auras quand même le temps de te retourner derrière. Ouais, bien sûr. C'est sûr. Tu parlais des transferts, des plus petits dossiers. On va parler info mercato avec notamment Nils Nkunku, qui est un défenseur gauche, arrière gauche de l'Olympique de Marseille. Il fait partie de la CFA, voilà. Et il est pressenti du côté de Nice. Franchement, laissez-nous-le, s'il vous plaît. Mettez Nsoki en gauche. Ne faites pas chier. Hein, voilà. Toi avec Nsoki. Nsoki pour un City parisien. Ouais, c'est vrai. Hein. Bah écoute, t'as changé, Brice. T'as changé. Bah déjà, je suis Marseillais, je fais un podcast sur l'OGC Nice, donc déjà pour te dire, oui, j'ai changé. Et t'habites à Paris. J'habite à Paris. Si tu veux, moi, si un jour je crève, c'est direct d'enfer, je le sais. Hein, c'est ça. Là, il n'y a pas de là, tu vas te retrouver dans l'enfer des footix avec Xavier Gravelaine, un truc comme ça. Le mercenaire. Et Kabadi Awara, tu peux en faire un autographe. Non, mais ouais, Nkunku, c'est Actu Foot qu'on a parlé, comme quoi il pourrait signer son premier contrat pro parce qu'apparemment il n'est toujours pas passé pro à Marseille. Ouais, donc voilà, ça serait une bonne pioche, comme je disais on en a parlé sur Twitter avec quelques supporters. Oublie. Mais arrête, c'est gratuit, c'est en doublure à gauche, c'est très bien, il va venir à Nice, ça lui ira bien le rouge et noir. Déjà qu'ils ont sorti un maillot pourri, déjà qu'on a un entraîneur qui a menacé de partir, un président, laisse tomber, je peux faire un podcast de 3 heures moi tout seul là-dessus, laisse-nous au moins les joueurs, pas gratos, tu vois. C'est un peu un dossier à la Liadji, non ? C'est un jeune prometteur qui finalement va signer ailleurs. C'est un jeune prometteur, considéré un peu comme le futur Taiwo, hein, voilà, parce que dans le foot on aime bien comparer à d'autres joueurs parce qu'il est athlétiquement il est très fort, il a une belle force de frappe. C'est un arrière gauche aussi, voilà. Il est passé par Brest. Là, il a été récupéré à l'Olympique de Marseille. Je pense que c'est un joueur qui aurait pu, quant à ma vie, la saison dernière, était entre deux, aurait pu prendre sa place. Réellement, on aurait pu tenter le coup. Ça ne s'est pas fait parce qu'il n'a toujours pas signé pro, parce qu'ils estiment certains qu'il ne travaille pas assez, qu'il n'a pas assez évolué. Mais ça reste quand même un fort potentiel et que je pense que s'il fait quelques apparitions dans le groupe pro avec un gars comme AVB, il peut se développer. Voilà. Et Patrick Vieira va le faire jouer ailier droit. Ouais, voilà. Je m'y attendais. Non, mais par contre, en tout cas, vu les pistes qui se multiplient à gauche, on a l'air bien parti donc pour ce qu'on disait de recruter deux joueurs à ce poste, c'est-à-dire un titulaire et une doublure. Hein. Donc, vu que Racine Colli est toujours bloqué au Sénégal, on ne sait pas s'il va revenir un jour. Ouais. Du coup, il a raté la reprise du championnat avec Saint-Malik KO. Donc, qui a gagné contre Porto, il me semble, en plus. Ouais, en plus, du coup, il est pas le seul match qu'il rate depuis qu'il est arrivé, il bat Porto. Donc, c'est ça. Ouais, faut peut-être qu'il se remette en question. Mais moi, ce que je trouve intéressant, effectivement, au-delà du fait qu'on multiplie les pistes à gauche, on va forcément parler de Konstantinos Tsimikas, qui est quand même le dossier dont on a le plus parlé cette semaine. C'est que j'ai l'impression qu'on multiplie vraiment les noms de très très jeunes joueurs qui ont sûrement pas le niveau pour être dans le 11 aujourd'hui. Il y a Melvin Bard à l'OL qui apparemment est
assez apprécié des supporters lyonnais. Le titulaire en Youth League, ouais. Voilà, le titulaire en Youth League. Arthur Théato qui est au Standard en Belgique, du coup, qui est c'est des joueurs qui ont entre 17 et 20 ans. Donc je pense que le but, moi ce que j'en comprends de la stratégie, après en se basant sur des rumeurs, c'est toujours un peu délicat, mais c'est qu'on va recruter un titulaire en puissance, idéalement Tsimikas, même si c'est Nice Matin, je crois qu'il disait que c'était pas la priorité au poste, mais un joueur confirmé en tout cas. Et qu'en doublure, on va prendre un joueur qui a 3-4 ans de moins et qui éventuellement pourra prendre la succession le jour où le latéral titulaire s'en va. Et je trouve que c'est une gestion du poste assez intelligente, surtout par rapport à ce qu'on a fait ces 3-4 dernières années à ce même poste. Ouais, c'est clair. Après, pour revenir sur Tsimikas, je pense que c'est vraiment de ce qu'on a vu, de ce qu'on entend, des échos. Même, on a discuté avec le compte français d'Olympiakos sur Twitter, qui il nous a dit que du bien. On a lu que du bien sur lui. Ça a l'air vraiment d'être une belle recrue. Donc voilà. Après, Brice, il nous dit que du bien de Sertic aussi. Ouais, c'est sûr. Ah, Sertic, t'inquiète. Sertic, je te l'amène. Non, mais ouais, non, tu nous l'amènes pas. On n'en veut pas. Si. Les Niçois le réclament. Ouais, c'est ça. Les Niçois ont réclamé pendant un petit moment de signer Bambou et ça y est, il a signé Bambou. On vous programme une petite émission pour la semaine prochaine. Ça sera pas vendredi, mais un peu plus tôt dans la semaine. On va vous faire une émission spéciale sur Bambou, la nouvelle recrue, la première même recrue de l'OGC Nice pour cette nouvelle saison qui s'annonce, je l'espère, passionnante pour l'OGC Nice. Voilà pour les infos mercato. On va passer maintenant avec notre invité qui a parlé là tout à l'heure, c'est Thomas Bourguignon. Thomas Bourguignon qui s'occupe du contenu français pour OneFootball. Mais qu'est-ce que OneFootball, Thomas ? Comment ça, Brice ? T'as pas encore téléchargé OneFootball sur ton téléphone ? Alors, OneFootball, je l'ai téléchargé. C'est une petite appli qui est verte avec un petit bonhomme blanc. Et ça s'appelle OneFootball. Tu vois, je l'ai devant moi. On ne le voit pas, mais je l'ai devant moi. Et évidemment, j'ai mis mon club. Je suis désolé, les gars. J'ai mis mon club Marseille. Donc, je reçois les infos de Marseille. Prends la confiance. T'as tout expliqué, Brice. Moi, j'ai plus rien à dire. Merci Thomas, merci d'être passé. Juste peut-être corriger un point, parce que tu as dit c'est une petite appli. C'est tout simplement l'une des applis de foot les plus téléchargées au monde, à la fois sur Android et Apple, parce que on n'est pas encore très connu en France. On commence seulement à pénétrer le marché français, mais en fait on est présent. On a aussi une édition allemande, italienne, anglaise, portugaise, espagnole. On est très 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 présent en Amérique du Sud, sur tous les marchés anglophones. Et donc on a une rédaction, comme je disais, multilingue. On propose on écrit nos propres articles, on propose nos propres contenus, articles, vidéos, et aussi on travaille avec des médias partenaires sur tous ces marchés-là. Donc quand toi tu es fan de Nice, tu télécharges l'appli OneFootball, tu dis que Nice c'est ton club favori, et tous les jours tu vas recevoir les informations, les meilleures informations, que ce soit les nôtres ou celles des médias avec lesquels on travaille, sur ton club préféré, sur ton championnat préféré. Tu vas pouvoir aussi consulter les stats, les classements, recevoir des notifications en temps réel quand il y a des matchs, pas comme en ce moment, mais quand il y a des matchs. Et voilà, l'objectif, c'est de devenir à terme, à moyen terme, la meilleure plateforme pour les fans de foot, sur laquelle ils retrouveront leurs articles, leurs vidéos, leurs podcasts préférés, mais aussi sur laquelle ils pourront acheter des matchs en paiement à la séance. Voilà, ça fait une dizaine d'années que l'entreprise elle existe, mais là elle se lance sur le marché français depuis 2 ans maintenant. Voilà. Très bien. Et au niveau du marché français, comment ça se passe ? Il y a beaucoup de téléchargements ? Ouais. Alors bon, après je peux pas te. Non, mais j'imagine que tu peux pas donner les chiffres, évidemment. Ça, c'est secret industriel tout ça, mais non, ça se passe très bien. On a une base d'utilisateurs et de lecteurs qui nous est très fidèle depuis ça fait que 2 ans finalement qu'on existe sur le marché français, mais on a déjà une base de lecteurs qui nous est très fidèle, qui consomment énormément, et puis qui est très jeune. Voilà, on a 2/3 de nos utilisateurs qui ont moins de 18 ans, donc c'est un sacré challenge. C'est-à-dire qu'on peut pas faire n'importe quoi, tu vois, on a une responsabilité aussi auprès de ce lectorat très jeune,
Et puis en même temps, c'est une chance évidemment parce que c'est un lectorat qui, s'il nous aime bien aujourd'hui, c'est un lectorat qui va nous suivre dans le temps, quoi. Donc c'est super. Ça fidélise. Je suis un peu plus vieux, mais je viens de la télécharger. Du coup. Ouais, pareil. Ça fait un peu plus, on en a profité. Voilà, on en a profité. Je suis en train de regarder du coup les news, les transferts. C'est vraiment pas mal. Ça regroupe. Je vois ça regroupe un peu tous les sites, toutes les infos. Je ne vois pas @Badagous en source. Je suis choqué. Oh là là, c'est clair. C'est clair, ça a changé OneFootball. Je devrais pas le dire, mais je crois que Brice est l'utilisateur le plus âgé de OneFootball. Ça se tient à balade. Thomas, tu veux venir dans l'émission toute cette semaine? Eh ben, ça fait toujours plaisir. En plus, je vais dans effectif et je vois qu'il y a Risa Dormici, donc je suis content. Ah oui. Je vais prendre la capture d'écran avant qu'il soit supprimé vite. Avant que ce soit mis à jour, ouais, le roi du barbecue. Voilà, quand tu partiras. Et l'évolution de OneFootball, elle va se situer où pour la France ou même pour les autres pays? Vous allez essayer de vous développer sur d'autres médias? Écoute, on a, alors nous, comme je te disais, l'ambition c'est de devenir une plateforme, un peu comme, je sais pas, on pourrait dire le Twitter du foot, avec tous les contenus, les meilleurs contenus sur le foot disponibles à un seul et même endroit. Et donc je t'ai parlé donc moi je gère la rédaction française, j'ai une équipe de 6 journalistes qui travaillent avec moi. On est une 50aine au total de journalistes qui travaillent chez OneFootball. On a des médias partenaires, mais l'ambition, c'est aussi d'accueillir les acteurs du sport sur la plateforme. On a par exemple Manchester City et Schalke 04 qui proposent leur contenu officiel dans l'application. Et alors, je peux pas le révéler, mais la semaine prochaine, on aura un des plus grands clubs de foot au monde qui va nous rejoindre et qui proposera ses contenus aussi directement dans l'application. Très bien. Et puis, comme je te disais un peu auparavant, voilà, et comme je te disais auparavant, donc l'ambition, par exemple, c'est d'avoir la même chose avec un club français. Donc moi, je travaille à convaincre des clubs français de nous rejoindre très bientôt sur OneFootball. Et puis, comme je te le disais, on a aussi, alors la société est allemande. On est basé à Berlin. En temps normal, quand il n'y a pas le corona et quand il n'y a pas toutes ces histoires de confinement. Ouais. Mais on est à Berlin et donc on a une présence très, très forte sur le marché allemand, on a des relations très fortes avec les acteurs du football allemand. Et par exemple, donc en Allemagne, on propose sur le téléphone, tu peux acheter à la séance des matchs de deuxième division allemande. Voilà, tu peux aussi de temps en temps, on a des matchs de Bundesliga aussi, tu peux acheter, regarder des matchs de Bundesliga directement sur ton téléphone. Donc évidemment, l'ambition, c'est de faire la même chose dans les autres pays, et notamment la France, quoi. C'est de nouer des partenariats avec les diffuseurs pour pouvoir proposer les matchs directement aussi dans l'application OneFootball. Mais tu t'es pas obligé d'attendre donc des droits télé pour pouvoir récupérer ces droits-là. Tu peux aller directement voir les fournisseurs, quoi. Ça dépend des pays, ça dépend de plein de choses. Là, ça dépasse vraiment le cadre de mes compétences. Mais en tout cas, théoriquement, il n'y a rien qui empêcherait la Ligue, la LFP ou un Média Pro de nouer un partenariat avec nous, parce qu'évidemment, il y a un partage de revenus derrière. Donc tout le monde est gagnant. D'accord. Alors, écoutez, donc l'appli s'appelle OneFootball. C'est une appli donc à télécharger, disponible sur Android et sur Apple, et puis on espère très vite revoir plein d'infos mercato de l'OGC Nice. On va parler maintenant mercato. Comment s'informer pendant le mercato. Sky, je sais que ça t'intéresse, ça te plaît, ça. Tu nous as tanné pour faire cette émission. Ouais, je vous ai un peu tanné pour faire l'émission, en fait, du coup, mais je suis désolé. Je vais essayer de dire pourquoi sans paraître pour un énorme connard prétentieux. Bon, je pense que c'est foutu pour ça, de toute façon, mais bon. Tant que j'y suis, mais ça tombe bien qu'on ait notre invité avec nous qui va pouvoir en parler avec nous, puisque lui il partage directement du contenu via l'application OneFootball. Du coup, je pense que il y a un problème. Enfin, moi, ce que je rencontre comme problème au quotidien avec
ma communauté sur Twitter. C'est que le mercato, c'est une période qui est grisante, excitante. C'est des nouveaux joueurs, c'est le début de la nouvelle saison. Il y a des sommes folles qui sont évoquées. C'est des feuilletons avec des rebondissements, tout ça. Donc on s'est vite embarqué. Et moi le premier, parce que j'en ai fait mon dada et mon activité extra pro principale. Mais j'ai l'impression en fait les gens ils comprennent pas grand chose. Donc je sais pas si c'est volontaire parce qu'ils ont envie de se laisser porter par la série. Ça, c'est un peu leur plus belle la vie de l'été. Tu comprends pas, mais c'est rigolo. T'es content de voir des nouvelles têtes. Ou si, je sais pas si c'est spécifique à la France, peut-être que Thomas ne le dira sûrement mieux que moi. Si en fait, il leur manque quelques clés pour. Il y a jamais de vérité absolue dans le mercato. On est tous obligés de se débrouiller dans le poker menteur. Mais quelques clés pour un peu affiner leur compréhension et vivre un peu plus sereinement cette période. Moi, je sais que je travaille pas mal avec Cédric, qu'il est toujours à deux doigts de se griffer le visage dès qu'il y a une info dans un sens ou dans l'autre. Mais voilà, moi là depuis un mois sur Twitter, j'ai lu ça servait à quoi de faire venir Ineos, on aurait dû rester avec les Chinois, encore un jeune dont personne n'a entendu parler et tout. Et tu te dis mais déjà on est le 5 juin, même le mercato est pas ouvert. Hein, et en plus tu te dis mais est-ce que ces gens-là étaient là les précédentes années? Tu sais que tu fais pas les meilleures affaires au mois de juin de toute façon en général. Donc, enfin bon, c'est un peu pour parler de ça et on va échanger là-dessus, mais pour dire il y a des petits codes assez simples à connaître qui au final te font pas non pas voir tout avec un regard neuf, mais t'aident un peu à mieux comprendre une période qui est basée sur l'entourloupe de toute façon. Bah déjà ouais c'est ça, c'est encore plus à Nice, hein. On sait qu'à Nice la période mercato elle est archi verrouillée, les infos sont très compliquées à avoir. Après voilà, depuis quelques années avec Sky, comme il l'a dit, on essaye de gérer un peu comme on peut pendant le mercato sur Twitter. On a un bel outil quand même Twitter pour ça au niveau mercato, c'est vraiment sympa parce qu'il y a une tonne d'infos en direct, c'est incroyable. Et surtout tu peux échanger avec d'autres supporters sur le voilà c'est ça. Nous voilà pour revenir sur ce que disait Sky, pour essayer de crédibiliser entre guillemets les rumeurs qu'on entend. C'est-à-dire que nous on essaye souvent en fonction de quel média ça vient, de quel club, tout ça, on essaye de communiquer avec d'autres journalistes, avec des sources un peu différentes de là-bas, voir un peu ce que les échos en fait de là-bas. Par exemple pour Ibrahima Diallo, on a plusieurs fois discuté avec une source brestoise pour savoir un peu les retours qu'ils avaient là-bas à Brest en fait, et ça permet des fois de savoir que c'est du flanc, ou de savoir que par exemple pour Diallo, on a un peu su que l'intérêt d'Arsenal c'était pas très très crédible et que c'était surtout Nice qui était sur le dossier. Donc voilà, ça te permet d'avoir des compléments d'information. Il faut pas se jeter sur toutes les infos qui sortent sur Twitter parce que malheureusement il y a du très bon et il y a du très mauvais. Alors sur Twitter, mais ça on en parlera après, des réseaux sociaux, des mythomanes professionnels aussi, mais c'est aussi dans la presse. Le truc c'est que tu vois un dossier comme Robson Bambou sur lequel j'ai un peu creusé, c'est annoncé fin mars dans la presse brésilienne comme quoi c'est quasiment fait avec Nice, et il parlait déjà du montant de 8 millions, tout ça, donc c'était vraiment l'info a été bonne 2 mois et demi avant. J'en ai parlé au journaliste brésilien qui a sorti l'info avec mon meilleur portugais Google Translate. Le pauvre, je sais pas comment il a fait pour me comprendre. Mais voilà, lui il m'a dit, je lui ai dit mais tu sais en France on commence à en parler à Lyon et à Lille. T'as carrément l'équipe qui a fait des papiers entiers, mieux connaître Robson Bambou, la cible de Lyon. Oui, il connaît. D'ailleurs voilà. Il connaît Juninho et tout, donc là tu te ça, l'équipe il le voyait presque plus ailleurs qu'à Nice en fait. Toi tu te dis en tant que supporter, tu lis juste ton journal le matin, non mais en fait le mec il va nous échapper, il va signer à Lyon. Et voilà, t'envoies le message au journaliste brésilien, il te dit non mais je sais pas ce que vous dites en France, mais moi j'ai eu l'agent et les mecs de la cellule de recrutement de Paranaense, ils m'ont dit il y aurait pas eu le Covid, ça serait déjà signé. Le seul truc qui empêchait que ça se boucle fin mars, c'est qu'il y a eu le coronavirus, que du coup les échanges ont été ralentis, il n'y a pas de visibilité sur la reprise du championnat. Et quand il y a eu le déconfinement, je lui ai dit qu'est-ce que t'en penses? Il me dit mais là la seule question pour laquelle Bambou est pas encore à Nice, c'est la suspension des vols internationaux. 1er juin, on a su que le mec était débarqué. Après, on a notre petit réseau local, on sait qu'en Nabil
Nabil, c'est l'intendant, hein, pour du qui va chercher les joueurs. Voilà, qui va à l'aéroport, c'est un peu notre running gag. On a vu Nabil à l'aéroport, on sait qu'il va chercher un joueur et tout. Voilà, 1er juin, on a su qu'il allait, 2-3 juin, on avait notre contact à la clinique où il y a la visite médicale qui nous dit ça y est, il passe la visite médicale tel jour. Et là, c'est annoncé aujourd'hui. Il fallait juste que le mec puisse atterrir en France, et là, il y a la 14e. Mais voilà, pour dire, en fait, quand tu regardes dans la presse ce qui se dit, et pour Diallo, c'est pareil, c'est probablement peut-être son agent qui a dit vas-y, je négocie avec Nice, j'arrive pas à leur faire avoir une rallonge de 2 millions. Ça serait bien que tu parles d'un intérêt en première ligue avec Arsenal, qu'il a peut-être scouté, hein, c'est pas forcément totalement du flanc, mais comme ça tu leur mets un peu la pression, et puis on voit s'ils reviennent à la charge. Ouais, c'est ça. Voilà. Après, voilà, pour reparler de ce qu'a dit Sky, voilà, je dis pas que il faut absolument lire tout ce qu'on dit, tout qu'on a la science infuse, et on a des périodes. Voilà, on dit énormément de conneries. On a des périodes au niveau information qui sont très creuses parce que comme j'ai dit, à Nice, c'est très compliqué. On le voit, hein, par exemple pour Nice Matin, Nice Matin qui a été plutôt discret, à part l'info bambou, ça a été très compliqué pour eux aussi. Donc ça veut bien dire, on va dire que c'est les mieux informés sur Nice, et même eux, ils sont relativement discrets. Donc voilà, mais il y a des méthodes pour s'informer, on va dire, correctement, surtout quand on est un peu entre guillemets fan du mercato, comme beaucoup de gens sur Twitter, hein, parce qu'on reçoit énormément de DM qui nous demandent un peu alors ça en est où, tel joueur il va signer, tout ça. Donc voilà, il y a plein de méthodes pour bien s'informer. Il faut essayer de recouper un peu, on le dit plusieurs fois, de recouper les sources, de se renseigner auprès de journalistes. On a la chance que voilà, peut-être le fait qu'on ait quelques followers, tout ça nous permet d'avoir des réponses de journalistes aussi. Peut-être ça y joue, je sais pas. Mais en tout cas, ils nous répondent. On arrive à voilà. J'espère que voilà, peut-être cette micro-notoriété entre guillemets nous aide. Mais si on devait donner quelques conseils, genre vraiment le kit de survie, ça serait quoi? Télécharger OneFootball. Voilà. Alors voilà. Pour le coup, voilà, c'est même pas une blague, et je voudrais aussi entendre l'avis de Thomas là-dessus. C'est que OneFootball, l'avantage, c'est que déjà ça va te reprendre les articles. J'ai regardé l'appli pendant l'émission. Tu as la source, donc déjà tu sais que ça vient tu sais de quel média ça vient, et tu sais si ça vient d'un média. Ce qui aussi, des fois sur les réseaux sociaux, il y a des noms qui sont droppés. On ne dit pas que des gens ne peuvent pas avoir des infos en off via l'agent, l'entourage du joueur. Tout ça, on sait qu'un mec comme Manu Longeon, qui est une star sur Twitter, il a construit son réseau comme ça, parce qu'à la base, il bossait dans un concessionnaire auto et qu'il y avait beaucoup de joueurs qui venaient acheter des bagnoles. Donc ça peut vraiment, les infos peuvent venir de moyens très très détournés. Mais si déjà vous avez une info qui est pas sourcée, l'avantage d'une appli comme OneFootball, c'est voilà, au moins vous savez de quel média ça vient. Et après, bon, avec les années, vous faites un avis sur un média plutôt qu'un autre niveau fiabilité, mais vous savez que c'est pas un tonton bourré sur Facebook qui a balancé ce nom et qui a été repris, repris en chaîne, voilà. Mais enfin, on va pas les nommer, hein, mais sur Facebook l'année dernière, on a quand même eu la photo des Chinois au McDo pour expliquer que les négociations sur le rachat se poursuivaient. Donc bon. Non, mais voilà, on n'est pas là pour défoncer qui que ce soit. Voilà, on est très bien que cette personne, à un moment donné, elle a reçu la photo. Elle a pas cherché à comprendre ni où était la photo, ni qui étaient les mecs dessus. On lui a dit ouais t'inquiète frère, c'est les Chinois de l'OGC Nice et ils bouffent un McDo pour parler du rachat et ils sont à Londres parce que l'acheteur il est anglais, et la personne t'a fait un post qui a été partagé. Il y a eu, je sais pas, peut-être 10 000 vues sur ce post-là parce que c'est une page qui a des dizaines de milliers de followers. Et après, bah, évidemment que les gens y croient. Enfin, dire pourquoi ils douteraient de ça plutôt que nous des infos qu'on poste, plutôt que n'importe quoi qu'ils peuvent lire dans Nice Matin ou dans l'équipe. Donc c'est et j'aimais bien ce que disait Thomas sur aussi la responsabilité qu'on a envers lui qui est un professionnel encore plus que nous qui sont juste des connards lambda, mais t'as quand même une responsabilité envers ton public de dire il y a des rumeurs, on sait très bien que ça va pas se réaliser. Moi j'ai tapé un record de RT de Fav sur l'OGC Nice s'intéresse à Haaland l'année dernière. On se doutait bien que Haaland allait venir à Nice en dernier recours. Mais voilà, mais d'un côté, tu vois, ça m'étonnerait pas que Fournier ait décroché le téléphone, dise Paris qui a une clause à 20 millions d'euros, comment ça se passe? Le club ou Raiola, qui est un agent qu'on connaît bien à Nice, donc
il a même peut-être pu demander à l'agent, dire non, il y a déjà un accord avec Dortmund, ou oui, la clause c'est 20 millions, mais je prends aussi 20 millions de com. Ok, 40 millions, on les a pas, merci Mino, au revoir, à bientôt. Et c'est fort possible que ce soit passé comme ça. Des fois, il y a des noms qui sortent dans le mercato, c'est juste des prises de contact. On aime bien se moquer de notre ami Patrick Juillard de Football 365 sur l'info sur Boateng qu'il avait sorti il y a quelques années. Mais le mec était passé numéro 3 dans la hiérarchie. Je suis sûr, un mec comme River qui dit toujours qu'il aime bien voir là où c'est impossible, a décroché son téléphone, a dit au Bayern, un prêt de Boateng, c'est possible. Peut-être que le Bayern lui a répondu lol, non, t'es qui, mais Mais oui, non, mais c'est ça, c'est clair. Voilà. Mais en tout cas, pour revenir à ce qu'on disait, la priorité pour le mercato, c'est la source en fait. C'est ce qu'il disait Sky tout à l'heure. Voir bien la source vis-à-vis de comme il a dit avec One Football, il y a cette chance qui va. Désolé Thomas, je te laisse parler. Mais via One Football, on va voir. Ça va nous permettre d'ailleurs là-dessus. Sur l'application, comme on regardait là, ça, avant même de cliquer sur l'article, on voit directement la source de l'article, donc c'est super. Mais c'est la base du mercato. En fonction d'où ça vient, déjà t'as fait 90% du truc en te disant est-ce que c'est fiable, est-ce que c'est pas fiable. Moi, pour aller dans votre sens, non seulement nous, effectivement, on relaye des articles ou des fois il y a des rumeurs, on va pas se mentir, on relaye aussi des rumeurs sur le mercato dans l'application OneFootball, mais comme je disais tout à l'heure, on a notre propre équipe de journalistes, de rédacteurs, et donc par exemple tous les soirs on propose un récap des dossiers transferts du jour, et on classe ces dossiers transferts selon leur crédibilité, selon nous, tu vois. Et déjà, donc ça, c'est aussi une grille de lecture supplémentaire qu'on offre aux lecteurs. Ce que tu disais sur les sources, c'est vrai. Je pense qu'il y a certains médias et certains journalistes qui sont mieux informés et plus crédibles que d'autres sur ce dossier mercato. Après, il faut savoir que, enfin moi en tout cas, c'est mon analyse du mercato. Surtout en théorie, le mercato d'été, ça se produit quand il n'y a pas de match. Donc l'intérêt de tout le monde, que ce soit des médias, mais aussi des joueurs, des agents, des clubs, c'est de faire parler et de faire circuler aussi ces rumeurs. Soit pour faire monter le prix d'un joueur, soit même des fois pour faire des écrans de fumée pour pas que tu vois qu'en fait tu travailles sur un autre dossier. Enfin, il y a toutes les raisons sont possibles et imaginables. Et aussi le supporter qui n'a pas de match à regarder à ce moment de la saison. Franchement, moi je suis supporter d'un petit club qui s'appelle le FCMS. Dès que je voyais passer n'importe quel nom sur le FCMS, j'avais l'impression qu'on avait signé un ballon d'or, tu vois, ou quand même avait signé un ballon d'or. Non mais c'est grisant et c'est excitant en même période. On est content d'avoir des nouveaux noms. C'est entre potes avec. Projette. Voilà, tu parles. Et ce que je voulais dire, par contre, c'est que, par exemple, là, sur les noms qu'on voit passer sur l'OGC Nice, je pense qu'il y a quand même une cohérence. On sait que l'OGC Nice, avec son projet, avec Ineos, c'est quand même un projet qui est axé sur les jeunes joueurs français internationaux à fort potentiel de plus-value à la revente. Et tu vois, un mec comme on rigolait ou vous rigoliez de Haaland, mais Haaland avant que c'était dans le projet. C'était dans le projet, c'était totalement crédible. Un mec comme Bambou, ça correspond totalement au projet mis en place par Ineos depuis l'été dernier. Donc il y a quand même des éléments qui peuvent Tsimikas, là le latéral gauche dont on parlait, ça correspond aussi au projet d'Ineos et du club, quoi. Donc c'est crédible, je pense. Par contre, je vois passer des trucs, par exemple, sur des joueurs qui sont remplaçants dans des clubs de bas de tableau en Ligue 1 et qu'on annonce à l'Olympique de Marseille. Ça, c'est du bidon total. C'est l'agent de joueur qui essaye de faire rappeler le nom de son joueur, de dire mon joueur il existe encore, quoi. Faire susciter un peu l'envie, l'intérêt, c'est ça en fait. C'est super facile de balancer une rumeur en fait. Tu peux en balancer 10 par jour des noms de joueurs. En plus, ce qui est bien, c'est que Nice en ce moment c'est le club qui a du pognon et qui a de l'ambition. Donc c'est un peu comme au début du PSG où tu as entendu tous les noms possibles. Sans dire qu'on a le même projet, mais aujourd'hui Nice ça va être un peu le seul club qui risque d'être actif cet été avec le coronavirus et tout. Donc je pense qu'entre les agents qui essaient de placer leurs mecs, les journalistes qui essaient de placer des noms pour remplir leur papier et tout, tu peux tout mettre sur le dos de Nice, ça paraîtra plus ou moins crédible. Sauf si tu dis que Boateng va signer à l'OGC Nice cet été. Ça paraît peu compatible avec le projet de l'OGC. Oui, mais moi, ce que je trouvais intéressant dans ce que tu disais, tu parlais aussi du rôle des agents. Je pense que ce qui est important, c'est en plus de la source,
c'est de te demander quel est l'intérêt en fait de cette rumeur. Tu regardes déjà s'il y a un intérêt sportif pour le club, au-delà de ton appréciation personnelle du joueur qui varie en fonction des supporters. Mais est-ce que c'est un poste sur lequel on a besoin de se renforcer? Est-ce qu'il correspond au niveau du projet, donc l'âge par exemple, ou si demain tu as un joueur qui est plus âgé qui est dans les rumeurs de l'OGC Nice, est-ce que c'est un secteur par exemple où on est en déficience d'expérience? Tu vois, par exemple, demain tu as un milieu de terrain qui a plus de 25 ans qui est annoncé à Nice. Je te dis, effectivement, si tu as Cyprien Lesmelou qui part, que tu recrutes un mec comme Diallo, tu as déjà Thuram et Boudaoui, c'est normal d'aller chercher un plus de 25 ans. Si en charnière centrale, on te remet un trentenaire comme Boateng, alors que tu as déjà Danté, tu vas te poser différemment la question. Et après, tu te dis, est-ce que c'est un intérêt sportif pour le GC Nice, ou est-ce que ça a aussi un intérêt pour l'agent d'associer le nom à l'OGC Nice? Donc, sur des très jeunes joueurs qui ont besoin de signer un premier contrat pro, comme Nkunku, on disait tout à l'heure, est-ce que l'agent, c'est fort possible que Nice s'y intéresse, mais est-ce que l'agent ne dit pas à l'OM, vous le voulez ce joueur, ou vous voulez qu'il aille dans l'autre club qui a 200 km et qui va commencer à vous piller tous vos jeunes si jamais celui-là c'est une réussite? Oui, ok, d'accord, on remet 100 000 sur la table, mais il va pas aller à l'OGC Nice. Ou le classique des... C'est très voilà, le classique des joueurs qui se servent de l'intérêt d'un autre club pour signer leur prolongation de contrat aussi. T'en as plein des comme ça, ou de susciter un intérêt de l'étranger. C'est attention, là je vais signer à Nice, du coup t'as la première ligue qui dit non mais attendez, non, 10 millions d'euros de plus que Nice, donc c'est bon, on met vos 20 millions sur Baptiste Santamaria. Bon très bien, du coup adieu Baptiste, mais voilà. Je pense qu'il faut toujours avoir plusieurs lectures dessus sur une info, vraiment se poser 2 minutes la question quel est l'intérêt pour qui, et si tu te rends compte que l'intérêt il est plus pour l'agent ou pour le joueur, vraisemblablement c'est que l'info elle vient pas forcément elle vient pas forcément de la cellule de recrutement de l'OGC Nice. Ouais, un dernier élément, le marché des transferts, c'est comme on disait, c'est un marché de dupes. Et c'est aussi tellement, il y a tellement de choses qui peuvent se passer. Je crois qu'à Nice, vous êtes bien placé pour le savoir. Hein. Je crois que vous avez eu un joueur, Diallo, qui n'a pas signé à cause d'un fax, je crois, il y a quelques 3 minutes. 3 minutes. Enfin, il y a tellement de choses qui peuvent se passer qu'avant la signature du contrat, ça reste une rumeur en fait, quoi. Il y a des fois, il y a des joueurs qui se pointent, qui visitent les installations, ils voient les intérêts des installations, ça leur plaît pas, ou alors ils reçoivent un appel d'un autre club entre temps, leur agent leur dit tu prends un avion, tu pars dans l'autre club. Ah tu sais, on a eu Depay. Depay, il était à l'hôtel à Nice. Il était à l'hôtel à Nice pour un prêt à Nice, tout est ok, et il reçoit un coup de fil d'Olas, et il part à Lyon, il signe à Lyon, quoi. Voilà. Donc son club dit c'est transfert définitif. On a le classique Manchef qui vient pour signer son contrat au siège du club, qui repart 5 minutes après sans l'avoir signé. Enfin, tu en as des. Non, mais ça rejoint exactement ce que tu dis, Thomas. Du coup. Effectivement, tu peux annoncer un truc. C'est ça que nous, avec Cédric, on se mouille jamais en disant c'est fait ou c'est fini. Notamment sur le rachat, où je sais qu'on a pu énerver beaucoup de monde parce qu'on restait mesuré, qu'on avait l'impression qu'on dévoilait pas toutes les infos. Mais le truc, c'est que moi, c'était jeter une pièce en l'air. C'est de dire, ok, ça va se faire. On l'a dit même un peu tôt à mon goût. On l'a dit au mois de juin que c'était tout bouclé parce que il y avait une avancée significative à ce moment-là. Mais preuve qu'on n'est pas tout à fait des mythomanes, c'est que on écoutait Bob Radcliffe dans un podcast l'autre jour pour Get French Football News. Il expliquait lui-même, il n'a pas forcément tout compris de ce processus de rachat. Chienlit lui fait visiter les installations. Le lendemain, il lui dit au fait le club est pas à vendre. Donc voilà, on se doute bien qu'il y a eu des tractations dans tous les sens. Et pour le mercato, c'est pareil. Enfin, je pense que nous tous, on est capable de citer chacun 5 anecdotes de transferts rocambolesques qui se sont pas faits. Moi, j'aime bien celle de Tulung Park qui doit aller signer à Lille en provenance de Monaco. Tout est ok, ils le mettent à l'hôtel pour qu'il aille faire la visite médicale le lendemain matin. Le lendemain matin, ils arrivent, la chambre est vide. Le mec, il était à la gare, il a pris l'Eurostar pour Londres, il a signé Arsenal. Et pourtant, si tu as l'info, tu dis bah oui, j'ai l'info, j'ai parlé au président de Lille, le mec doit signer demain, il y a rendez-vous, c'est une info super fiable, t'as la meilleure source possible, mais après tu dis ça, tu passes pour un con parce que le mec a jamais signé à Lille en fait. Non mais de toute
toute façon, il peut manquer que la signature du joueur en bas du contrat, mais tant que c'est pas signé, quoi, en fait, tout simplement. Il peut y avoir tous les accords du monde, tant que on le répète, on l'a dit X fois sur Twitter, tant que c'est pas signé, c'est pas officiel, en fait, tout simplement. Il peut se passer des milliards de choses entre le moment où $10 à la dernière minute, quoi. Bah, voilà, par exemple. Donc c'est pour ça. Et puis, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que plus il y a de rumeurs sur l'OGC Nice cet été, et plus c'est un bon signe, en fait. Parce que votre club, il est devenu sportivement et financièrement attractif, et aussi parce que vous avez une base de fans qui est très importante et qui grandit. Donc c'est aussi pour ça qu'il y a de plus en plus de rumeurs de transfert sur l'OGC Nice. À contrario, tu vois, l'Olympique de Marseille, club cher à notre ami Brice, il n'y a pas beaucoup de rumeurs là, hein, depuis le début du mercato. Il n'y a pas énormément de rumeurs sur il y a eu la rumeur du fameux Saoudien qui devait venir, soi-disant racheter le club. Pareil, tu vois, ces trucs-là, je vous écoute depuis tout à l'heure parler des joueurs et tout. Pareil sur les ventes de clubs et tout, c'est n'importe quoi. Tant que c'est pas signé, il faut arrêter, tu vois. Et en plus, quand c'est des clubs, je vais faire un cliché. Je vais pas dire que c'est un cliché raciste, mais bon, on est du sud avec Brice, même si il n'est pas du bon côté du sud, mais quand même, on sait que chez nous, ça parle très très vite. Ouais. Et ça se répand comme une traînée de poudre. Je connais mal les autres clubs, mais de ce que j'en connais, je connais un peu mieux le microcosme rennais, par exemple, ces dernières années. Je leur ai parlé, ils sont très sympas, mais je pense qu'ils nous supporteraient pas 2 minutes, en fait. C'est que chez nous, ça part très très vite, très très fort à l'emballement général. Bah, la preuve, une page Facebook qu'on nommera toujours pas a dit ça y est, Athème revient, tous à l'aéroport. Bah, t'as eu 100 mecs à l'aéroport. Donc sur Nice Matin, tu as eu un article avec des photos lancé par une page Facebook. Ils vont attendre Ben Arfa à l'aéroport. Le mec n'a jamais été prévu qu'il débarque, tu vois. Il devait dans un bar à chicha à Paris, le gars. Ouais, mais enfin, bon, et non, mais chez nous, on est malgré tout, même si on est en train de grandir, un petit club où j'aime bien dire qu'en fait, on se connaît tous peut-être à 1 degré de différence dans le microcosme OGC Nice entre supporters. C'est un club qui a 10 ans, j'abuse un peu. Non, il y a 10 ans, on faisait 8000 spectateurs de moyenne au stade. Donc, les fidèles et les historiques, entre guillemets, on se connaît tous très très vite. Tu sais qu'il y a des fois au club ça parle, mais si ça vient pas d'un mec de la cellule de recrutement, mais d'un gars qui fait le jardinage, la sécurité, il a entendu un bruit dans le couloir, donc déjà tu sais que le bruit il est déformé. Lui peut-être il te dit ouais je travaille au club, j'ai des infos, il se fait mousser auprès de ses potes. Enfin, c'est toujours la question de l'intérêt en fait. C'est qui te l'a dit, pourquoi et quel intérêt il aurait à te dire ça. Et à partir de si déjà tu te poses un peu ces 3 questions, je dis pas que tu élimines tous les cracks, parce qu'en plus, des fois, les choses deviennent des cracks au dernier moment, mais tu vis un peu plus sereinement, tu vois. Faut que tu m'aides, Cédric, mais une fois, on avait eu une info, enfin, on nous avait envoyé une info de transfert sur Pléa, je crois. C'était un moniteur d'auto-école. C'est le moniteur de l'auto-école de Pléa. Donc là, tu te dis, bon, est-ce que Pléa, il va parler de ses plans pour le mercato à son moniteur d'auto-école, et le moniteur d'auto-école, à ton avis, est-ce qu'il a plus intérêt à se faire mousser de dire moi je suis le moniteur d'auto-école de Pléa plutôt que Pléa de raconter ça à son moniteur d'auto-école. Et une fois que tu t'es posé la question, je te dis ouais il y a des chances que ce soit des cracks quand même quoi. Mais voilà, on en revient à ce qu'on disait, c'est la base, c'est la source en fait. Et à partir du moment où qui te l'a dit en fait, d'où ça vient, quel média, quelle personne, est-ce que ça te semble pas bizarre parce que des fois on nous envoie des DM, je réponds t'as l'impression, enfin ça te semble bizarre ou pas? Ouais, maintenant que tu le dis ça me semble bizarre. Bon. Voilà, c'est ça. Donc après, pour l'avoir vécu et vu de l'intérieur, comme tu disais, qui est-ce qui renseigne les journalistes, en tout cas les bons journalistes? Il y a évidemment les clubs, les gens qui travaillent dans les clubs. Il y a soit les joueurs directement, soit l'entourage des joueurs. Et puis il y a les agents. Et tout ce petit monde-là a des intérêts qui des fois sont concordants ou des fois qui sont discordants, tu vois. Mais des fois, il faut savoir que ce soit l'entourage que ce soit les clubs ou que ce soit les agents, ils jaugent aussi de la qualité des journalistes. Donc ils vont te filer une pseudo-info et ils vont voir si cette pseudo-info elle sort ou pas, quoi. Et en fonction, tu vas jauger aussi par ce petit milieu-là pour savoir si tu as fait tes vérifs ou pas, quoi. Donc, tout ça, c'est un jeu de dupes, quoi. Il y a peut-être aussi beaucoup de jeunes journalistes qui sortent
la première pseudo-info qu'on leur donne, parce qu'ils sont tout contents d'avoir quelque chose. Et puis t'as une espèce de pression de te dire, faut avoir le scoop en premier, tu bosses pour ton média, faut que tu remplisses les pages mercato, faut que on sait une des périodes qui fait le plus de trafic aussi, donc t'as l'intérêt économique et la survie du journal de dire, faut que je sorte des infos parce que c'est ce qui va me donner de la visibilité. Et après, t'as, comme tu disais, la relation avec les journalistes et les agents, pour pas dire les journalistes qui se prennent pour des agents, on pense tous au même. Mais t'as aussi une question de rendre un service. Moi, je me souviens qu'à une époque, bon, c'était une sombre époque, il y a une quinzaine d'années, non, moins 10-12 ans peut-être, où dans toutes les rumeurs mercato de Nice, tu retrouvais mais systématiquement Nancy avec. Donc il y avait cette espèce de paranoïa qui s'était développée de les Nancéens, ils nous volent nos pistes, ils nous volent nos idées et tout. Et en fait, j'avais vu l'interview d'un journaliste qui disait mais nous, ça nous arrive de rendre des services à des agents. C'est le club, ton joueur, il est suivi par Nancy. On va rajouter 2-3 clubs du même standing pour que ce soit un peu crédible quand même. Et on va mettre Nice et je sais pas à l'époque ce qu'il y avait du même standing, je sais pas Lens peut-être ou un truc comme ça en disant bon bah voilà comme ça. On sait qu'on met un peu la pression sur Nancy. Ah merde, il y a ces salauds de Niçois, ils sont sur notre joueur. Bon, on va peut-être remettre 100 000 de plus sur la table. Et ça, voilà, le journaliste le fait sciemment en disant, bah, ça fait pas de mal. Il y a une partie de l'info qui est vraie et ça rend bien service à tout le monde. Et vous remarquerez que là, bizarrement, dans les rumeurs mercato, notamment pour ce qui est franco-français, on est très très souvent associé à des clubs comme Marseille qui est un peu en difficulté financièrement, mais qui a un autre standing encore actuellement, Lille qui est sur un projet similaire de jeunes prospects à développer, Rennes qui est un peu dans la gamme de budget de l'OGC Nice et qui a une qualification européenne aussi. Moi je vous prends le pari qu'en fait la moitié des fois où vous avez Nice, Lille, Rennes, Marseille qui sont cités, t'as que 1 ou 2 clubs maximum qui sont vraiment intéressés par le joueur. Tu vois d'ailleurs que même les clubs, dans ce que tu disais, les clubs ils ont changé en fait. Tu te bagarres plus dans la même catégorie. Tu n'es plus au niveau de Nancy, maintenant t'es au niveau de Rennes. Au classement, effectivement, t'es derrière Rennes et Lille, quoi. Donc, bah voilà, c'est ça en fait. C'est tout simple en fait. Hein. Ils te disent donc là c'est 3 clubs, c'est 3-4 clubs, ils se battent un peu pour la même chose, c'est-à-dire le top 5 on va dire. Il y a un joueur qui a telle valeur, qui a telle reconnaissance, tout ça. Et ben voilà, on se dit on va mettre un peu ces 3-4 clubs dessus et puis. Du donnant-donnant avec les agents qui cherchent au même poste et puis tu vois. Après, c'est un peu plus compliqué à faire, mais ça nécessite du temps et un peu de recherche. Mais si tu peux regarder, si tu as plusieurs rumeurs comme ça, un peu concordantes, les noms de joueurs, essaye de regarder qui sont les agents derrière. Oui, on le fait souvent. On s'y est mis, après avec les infos qu'on a, qui sont pas toujours fiables, mais tu regardes, bizarrement, cet agent-là, il a déjà 3-4 joueurs à l'OGC Nice, donc tu te doutes qu'il a pu le proposer. Ou peut-être que c'est le club qui a dit t'as pas un joueur à ce poste-là, bah oui j'ai machin. Est-ce que ça te va? Oui, non, ou alors on le met numéro 7 sur notre liste. Ce qu'il faut savoir aussi, même si c'est assez. Après, on raconte pas de scoop non plus dans cette émission, parce qu'avec Cédric, on fait partie du commun des mortels, donc on apprend aussi sur le tas. Mais en début de mercato, t'as une liste plan A, plan B, plan C. Donc selon le club, l'importance du club, t'as la taille de ta cellule de recrutement, t'as 3 noms, 5 noms, 10 noms par poste. Donc il y a des mecs qui vont jamais venir, qui sont évoqués dans ton club, peut-être parce que c'est le 5e sur la liste. Et effectivement, t'as réussi à choper ta piste numéro 3, donc le 5e va jamais venir. C'était pas un crack pour autant. T'avais vraiment un intérêt. Et ce que je disais tout à l'heure, pendant qu'on parlait des latéraux gauche, il y a 3 jeunes. Je pense que tu peux comprendre que l'OGC Nice cherche un 2e latéral gauche jeune pour doubler un titulaire. Et on doit avoir une liste de 3 noms, 5 noms, 7 noms dans laquelle tu as Bard, tu as Théateux, tu as peut-être que c'est l'agent qui nous a appelé, ça l'a fait remonter dans la liste des priorités, mais tu as aussi le fait que tu cibles jamais qu'un seul joueur par poste. Donc forcément, tu as une multitude de noms qui sortent. Dans tous les cas, à la fin, tu diras que c'était ton choix numéro 1. Même si le mec était 5e sur la liste, tu diras que c'était ton choix numéro 1. Ça fait plusieurs années qu'on le suit, et c'était très important pour nous de le signer. Non, mais ça. Mais de toute façon, voilà, il y a avec Sky, voilà, sans aucune vantardise ni quoi que ce soit, ça fait quand même plusieurs années maintenant qu'on essaye de regrouper un peu les infos mercato sur Nice. On a une méthode de travail entre guillemets, parce que c'est pas vraiment du travail, c'est plutôt du plaisir. Mais on a une méthode en fait, on essaie de crédibiliser le maximum de trucs avant d'en parler, avant de dire à quelqu'un oui c'est vrai ou oui c'est pas vrai. Il y a des scoops qu'on a ratés parce qu'on n'a pas osé les publier.
l'année de source, il nous semblait foireux. C'est ça. Et puis 2 jours après, finalement, c'était pas officiel, mais ça sortait dans la presse et finalement c'était vrai. Donc oui, c'est clair. Mais voilà, on essaye de faire le maximum pour. Tu me crois pas, tu verras pour Sertic. Voilà, vous avez peur. On attend l'exclu. Vous avez peur pour la sortir. Vous avez peur, c'est tout. On a peur de tomber sous le charme, on a peur d'y croire et d'être déçu après. Non, mais voilà, on essaie de faire le maximum pour recouper les infos. Même voilà, depuis l'année dernière ou même cette année, on essaye beaucoup de discuter avec voilà. Sky, il a discuté avec un journaliste brésilien, quoi. Donc on essaie de discuter avec des journalistes, avec des sources de là où le joueur vient ou de là où la source vient, pour essayer un peu d'en apprendre plus. Voilà, ça nous fait un petit réseau entre guillemets. Ça nous permet de savoir si c'est vrai, si c'est faux, d'avoir des avis sur le joueur aussi. Voilà, c'est vraiment après, c'est bien aussi. On se plante, mais personne ne se plante pas. On est supporters, voilà, on n'est pas des journalistes, et en plus de ça, on est supporters du club dont on parle. Donc on a envie de s'enflammer des fois, et du coup on perd un peu de lucidité. Enfin, le dossier Gozeux par lequel le mercato a commencé, forcément il y a des raccourcis qui ont été pris. Donc tu passes d'une traduction allemande qui te dit que d'un blog allemand qui te dit oui, il parle l'OGC Nice, du coup tu as les médias français qui citent un journal allemand alors que c'est pas vraiment ce qu'il y avait écrit dans l'article, du coup le journal allemand reprend ce que disent les médias français. Ah mais tu vois, c'était écrit dans le journal allemand. Enfin, t'as une espèce de t'as un cercle vicieux, une espèce de psychose qui se crée. En fait, au final, tu sais pas si vraiment ça a été le sujet un jour, quoi. Gozeux à l'OGC Nice. Mais si tu trouves que la France ou que la France c'est déjà compliqué de s'y retrouver en matière de mercato, mais tu sais, en Espagne, en Italie, même en Angleterre, mais c'est une culture de tabloïd en plus qui est même en Italie, ils ont un paquet de journaux qui balancent quand même des belles conneries des fois aussi, c'est ouf. Bien sûr, et en fait, les gens là-bas, et c'est ça aussi que je veux dire, c'est qu'en Italie, ce business fonctionne parce que les gens sont friands de ça. Les gens, ils ont envie d'avoir leur dose. Mais ils ont envie de rêver, bien sûr. Et ils s'en foutent à la fin. On s'en fout de savoir si c'est vrai ou c'est pas vrai, quoi. L'important, pour les fans de foot, c'est que t'as ta dose de rumeurs, quoi. Quand tu vois un mec comme Di Marzio, par exemple, en Italie, qui est une usine à rumeurs mercato, le mec, il s'est fait un réseau de fous, mais que basé sur ça. Mais qui était vraiment une source top, pour pas dire exact, et qui, avec les années, est devenu autre chose, quoi. Mais qui est devenu un business, en fait. Donc, mais c'est ça, c'est devenu une usine, le gars. Ça balance les rumeurs, mais dans tous les sens. Mais pourquoi Di Marzio peut balancer autant de rumeurs? C'est parce qu'en fait, il n'est pas tout seul. Ah oui, derrière son nom, il y a une quarantaine de jeunes journalistes qui travaillent avec lui. Et c'est ça. Et c'est devenu une marque, en fait. Exactement. C'est devenu une marque, le gars, une marque sur. C'est comme un journal mercato, en fait, mais sauf que voilà, c'est via Di Marzio, quoi. Il a quand même un des rares journalistes dont on connaît le nom à l'étranger, tu vois. C'est Di Marzio, en France, tout le monde connaît son nom, quoi. Ah, mais ça, c'est comme tu dis, c'est le seul limite. Tu parles demain, tu connais des journalistes spécialisés dans le mercato, tu vas dans n'importe quel pays ou quoi. Genre Manu Longeon, dans un pays où ils connaissent pas, tu vois ce que je veux dire, ou Mohamed Boualem, ou tu vois. Voilà. Mais par contre, Di Marzio, comme tu dis, Di Marzio déjà, ah oui, lui par contre, c'est sûr. Voilà. C'est une marque, le mec qui s'est fait, et au final, il s'est fait son business que par ça, que par les transferts. Mais pour conclure, parce que je pense qu'on pourra en parler des heures, mais c'est vrai. Voilà, on a notre Édouard Philippe de Antinissa qui a d'autres projets après. Pour conclure, on se plante, nous les premiers. Donc c'est vrai qu'avec Cédric, on essaie au maximum de rester vraiment sur. En fait, on sort pas vraiment d'infos. Bon, ces dernières années, un peu plus parce que peut-être qu'on atteint une masse critique de followers ou qu'on s'est amélioré nous-mêmes dans notre travail entre guillemets. Mais on fait surtout de la revue de presse. Donc déjà, on source tout ce qu'on dit. Donc, c'est une façon de nous dédouaner si jamais c'est une connerie de dire c'est pas nous qui l'avons dit. Non, mais c'est déjà pas mal parce que pas tous le font déjà. Voilà, on source tout ce qu'on dit et l'avantage d'une appli comme OneFootball, je continue la promo, mais c'est que tout ce qui est publié dessus c'est sourcé aussi. Donc après à vous de faire le tri entre les sources, hein, mais voilà, tout est sourcé. On essaie de recouper les infos. On préfère prendre 2 jours de plus avant de sortir un nom plutôt que de passer pour des cons. Moi c'est mon principal frein en général, et puis moi je trouve ça pas très cool de faire vendre
vendre du rêve à des gens, derrière, c'est pour qu'ils le regrettent. Autant, je suis d'accord avec ce que dit Thomas, que c'est un folklore que tu aimes. Nous, les premiers, il y a des noms, on sait que c'est bidon, mais c'est un peu comme le mème en ce moment qui sur Twitter dit n'empêche, imagine. Juste imagine si ça se fait, quoi. Mais après, moi, j'ai vu des choses qui m'ont moins plu par le passé, de dire, en fait, t'as tellement vendu des trucs énormes aux gens que derrière, la réalité les déçoit. Et je vais faire un moment super niais bisounours, mais moi, j'ai pas envie de mettre mon club de cœur en porte-à-faux en balançant des trucs énormes. Et derrière, les gens vont dire, franchement, quel mercato de merde quand on repense aux noms qu'on a annoncés au début. Et j'ai un peu peur avec Ineos que les noms, ça. Voilà, c'est ça. Voilà. Mais nous, on a l'avantage d'avoir une petite influence. Ça fait extrêmement pompeux dit comme ça, mais avec la petite influence qu'on a, moi, j'ai pas envie de me servir de cette petite influence pour faire croire aux gens que en fait, on va signer des top joueurs, on va concurrencer le PSG dès demain. Alors que je sais que ça va pas être le cas, qu'on nous a dit que ça allait pas être le cas, le président a dit que ça allait pas être le cas, pour que derrière on se retrouve dégoûté en disant on signe pas Boateng, on signe Bambou, c'est qui ce connard et tout. Si on parle de Bambou d'entrée en disant c'est un jeune prospect brésilien, on a parlé, on en parlera dans la prochaine émission, un scout spécialisé du marché sud-américain, on a parlé à un journaliste local, il nous a dit ses défauts, ses qualités, mais on peut espérer du bon. Les gens sont contents d'avoir Robson Bambou qui débarque à l'OGC Nice. Ouais, et tu le tues pas d'entrée de jeu. Et tu le tues pas d'entrée de jeu. Voilà, les attentes sont pas super énormes. Voilà, je dis pas que je suis responsable des sifflets après qu'il y aura au stade, mais si, qui participe à ton niveau. Tu vois, c'est ta faute. Voilà. Non, mais alors je suis responsable de ça sifflet parce que ça sort de ma bouche, mais bon. Il y a un autre élément aussi à prendre en compte, je pense, pour le mercato de l'OGC Nice, c'est que pour l'instant, on ne sait pas si vous allez jouer en Coupe d'Europe l'année prochaine ou pas. Quoi. Exactement, il y a ce facteur-là qui rentre en compte. Et ça peut déterminer, tu vois, des signatures de joueurs. Ça peut faire la différence, quoi, clairement. Un joueur à ce stade-là de l'année, il ne sait pas si l'année prochaine il va pouvoir jouer la C3 ou pas. Ça peut faire pencher la balance entre Nice et un autre club, quoi. De toute façon, entre ça et les championnats qui sont pas terminés, on sait que les joueurs ont tout intérêt à attendre le mois d'août. Donc, ceux qui sont dans un championnat où la saison est déjà est encore engagée, finir la saison, je pense que leur club va un peu les bloquer, surtout si c'est des titulaires, et attendre le 1er 8 août, qui sont les dates supposées pour les finales de Coupe nationale en France, de se dire, je signerai à Nice à ce moment-là. En août, le mercato dans les autres pays seront ouverts, donc j'aurai plus d'opportunités à l'international aussi. Là, vraiment, il y a assez peu de joueurs qui sont dans l'intérêt de signer à Nice. Soit ceux qui vont faire une énorme bascule en venant d'un championnat ou d'un club mineur. Donc, je pense par exemple, même si le Portugal a repris, t'as quand même l'attrait de venir jouer en France, même si la différence n'est pas énorme dans le championnat, mais niveau rémunération, elle l'est. En Grèce, quand tu viens de l'Olympiakos, pas forcément, parce que tu sais que tu vas jouer la Coupe d'Europe tous les ans, mais là, on parlait de Abdülkadir Ömür qui joue en Turquie. T'as Trabzonspor qui va être disqualifié de Coupe d'Europe à cause du fair play financier. Tu sais que ça peut jouer. Tu peux se dire, finalement, Nice, j'ai forcément plus de chances de jouer l'Europe qu'avec Trabzonspor. Donc, voilà, ça peut. Je pense qu'il y a une période d'incertitude sportive, en plus de financière et sanitaire, qui joue là-dessus, comme tu dis. Voilà, on commence à comprendre comment ça fonctionne un peu. Même s'il y a toujours des incertitudes, mais on commence à comprendre plus ou moins comment ça fonctionne. Donc voilà, on essaie de faire le maximum pour donner les bonnes infos, on va dire, au moins partager les bonnes infos et éviter les mauvaises en tout cas. Mais voilà. Bon, moi j'avais un dernier conseil à vous donner, Cédric et Sky, c'est d'investir dans le hacking et de hacker la plateforme qui s'appelle Transfer Room. Je sais pas si vous avez vu. On en a vu en parler cette semaine sur l'équipe. On a cherché le prix d'une licence. C'est dit qu'on allait racheter un club de district et se dire oui, nous on est intéressés pour te parler à la table des transferts. C'est ça. Investissez dans le hacking. Je pense que les meilleures infos vous les obtiendrez sur cette plateforme, je pense. Ça part. Blague à part, en plus avec. Au début, nous, on n'osait pas parler de l'IPTV, on parle du Darknet bientôt, quoi. Écoute, je suis dessus, là. Avec l'importance grandissante de la data en plus dans les recrutements, c'est pas impossible qu'un jour on ait des infos via le hacking, quoi. En tout cas, si jamais tous les transferts se font sur des plateformes digitales ultra sécurisées, alors il y aura plus de rumeurs de transfert et moi j'aurai plus de travail. Ouais, c'est ça. Ça me fait un peu peur.
Ouais, on verra ça. Il n'y aura plus d'agent de joueur non plus. Il n'y aura plus d'agent de joueur. J'y crois pas. C'est tellement gros que c'est le genre de truc que je n'y crois pas. Mais bon, à voir. Il y a tellement d'argent en jeu, en fait, dans ce milieu. Exactement. Bon, les gars, merci beaucoup pour cette émission. Vraiment très, très intéressante. Je rappelle qu'on était avec Thomas Bourguignon, responsable des contenus chez OneFootball France. Merci à toi d'avoir été avec nous dans le podcast Avantinissa. Merci beaucoup. Merci à vous, les gars. C'était super sympa. Tu reviens quand tu veux. Plaisir partagé. Merci beaucoup. C'était top. Merci à vous. Et puis surtout, n'oubliez pas, laissez Ensoki à gauche. Merci, au revoir et à très vite sur Avantinissa.